OK, alors dans cette vidéo numéro 3 du module 2, on va voir le transport membranaire, alors comment les substances passent à travers la membrane plasmique pour rentrer dans la cellule et sortir de la cellule. Alors, on va voir 4 grands types de transport membranaire ou 4 différentes façons de rentrer et de sortir. Nous allons voir tout d'abord la diffusion simple. Nous allons voir la diffusion facilitée, qui peut se faire soit par une protéine canal ou par une protéine transporteuse. Et finalement, on va voir le transport actif. Donc, ça va être nos 4 méthodes de transport. Ça, c'est un autre dessin qui représente aussi le transport. Donc, la diffusion simple, la diffusion facilitée avec un canal ou avec une protéine transporteuse et le transport actif. Donc, d'abord, il faut parler de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est qu'un organisme qui est vivant a tendance à vouloir garder les conditions à l'intérieur de lui stables, mais ou le plus ou moins stable que possible, okay? Afin que la cellule fonctionne bien. Il faut garder cet équilibre-là et garder les conditions à l'intérieur de la cellule assez constantes. On appelle ça l'homéostasie. Stasie vient du mot statique, qui veut dire ne bouge pas. Et la membrane, dans ses propriétés, permet à la cellule de garder cette homéostasie-là, cet équilibre-là, et assurer le bon fonctionnement de la cellule. Si on prend l'être humain, le corps humain garde plusieurs différents paramètres plus ou moins constants. Pensez-y, qu'est-ce qui est plus ou moins constant et qui est important pour ton corps? On va aller voir ça. Donc, on a, par exemple, la température de ton corps, toujours maintenue vers le 37 degrés Celsius ou 99 Fahrenheit si tu fonctionnes avec le vieux système. Ton sang va garder un certain pH de 7,3. Donc, si tu te rappelles un peu tes notions de pH, pH de 7, c'est neutre. Alors, 7,3, c'est un peu basique, mais proche de neutre. On a la pression de ton sang, la pression sanguine, donc la pression systolique puis diastolique. Donc, ça, c'est le 120 sur 80. OK? Des cas qui mettent une espèce de chose ici, puis ça pompe. OK? Là, le médecin va mettre le stéthoscope en dessous là, puis il va écouter. Il va entendre un premier plouc. Ça, c'est la première pression. Puis ensuite, il va entendre un deuxième plouc. Puis ça va donner la pression. Donc, la pression normale est 120 sur 80. OK? Tu peux faire de la haute pression ou de la basse pression. Puis ça, c'est pas bon pour ton corps. D'autres choses qu'il faut qu'il soit gardé constant, c'est la glucémie, donc la quantité de sucre que tu as dans le sang. Il ne faut pas t'en être trop, sinon c'est toxique, mais tu ne peux pas en avoir pas assez non plus. La quantité de sang que tu as dans ton corps, donc 5 à 6 litres de sang, c'est beaucoup de bouteilles de 2 litres de Pepsi, ça. Donc ça, il faut que ça soit gardé constant. Les battements de ton cœur aussi, la quantité d'oxygène puis de CO2 dans ton sang, c'est toutes des choses qui sont gardées constantes pour t'assurer que ton organisme est en santé. Donc, pour être capable de comprendre comment la cellule garde son homéostasie, il faut comprendre que la membrane plasmique, il faut savoir comment elle est construite. Il faut la comprendre. Donc, on a déjà vu dans notre module 2 que la base, la petite unité de construction de ta membrane, c'est le phospholipide. Le phospholipide, c'est quoi? Il y a une tête, okay, représentée ici. La tête, il y a un groupement glycérol puis un groupement phosphate. La tête, elle est hydrophile parce qu'elle est polaire. Ça veut dire que l'eau, toutes les molécules polaires, s'agencent bien avec ça. Et ensuite de ça, attaché à la tête, on a 2 chaînes d'acides gras ici. OK? Donc, des acides gras, c'est graisseux. Et la graisse n'aime pas l'eau. Donc, on dit que les queues sont hydrophobes. Donc, elles n'aiment pas l'eau. Ces phospholipides-là vont s'agencer pour faire une double couche de phospholipides. Cette double couche de phospholipides-là, on a toute la tête de la première couche ici, toutes les têtes des phospholipides ici, puis entre les deux, on a les queues hydrophobes comme ça dans le milieu.
Puis ça va expliquer beaucoup le déplacement des molécules à travers la membrane. Et la membrane, de la façon qu'elle est construite, a une certaine propriété qui est vraiment importante pour l'homéostasie. On dit qu'elle a une perméabilité sélective. Allons décortiquer chacun des mots, puis ça va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire que la membrane plastique a une perméabilité sélective. La perméabilité, ce que ça veut dire c'est perméable. Donc, ça permet le passage. Pense à un imperméable, donc un manteau de pluie. C'est imperméable, donc la pluie ne passe pas. Mais ici, la membrane, elle est perméable. Donc, elle peut laisser passer certaines substances qu'elle a besoin de rentrer ou de sortir. Ça veut dire perméabilité. Et la partie sélective, on entend le verbe sélectionner. Donc, elle peut décider. OK? Donc, jusqu'à un certain point, elle décide de ce qui va entrer et sortir. Les produits qu'elle a besoin de faire rentrer, OK, on rentre. Oh, toi, tu ne passes pas. J'ai besoin de toi, tu es toxique. Alors, non, toi, tu ne passes pas. Donc, elle peut, jusqu'à un certain point, choisir de laisser passer certaines choses et d'en éliminer d'autres. Alors, elle est perméable, ça veut dire qu'elle laisse passer des substances selon une sélection, selon le type de substance. Tu passes pas, tu passes. Les différentes substances qui vont passer à travers la membrane plasmique vont utiliser deux façons de passer, deux grandes catégories, si je peux dire. Il va avoir la méthode, la façon passive. Ça veut dire que les molécules vont passer à travers la membrane et ça va coûter zéro énergie. Donc, ça va se faire tout seul et ça ne va pas dépenser de l'énergie pour la cellule. Alors que l'autre façon, c'est la façon active. Ça veut dire que ça va prendre à la cellule de l'énergie, dépenser de l'énergie, puis l'énergie, c'est de l'ATP, qui veut dire adénosine triphosphate. Donc, l'ATP, quand on utilise ça, ça veut dire qu'on utilise de l'énergie. Alors, quand la cellule va faire la façon active, ça va lui coûter de l'énergie pour faire ça. Alors, voici l'exemple de la bicouche de la membrane, OK? Donc, regarde bien, je vais prendre mon crayon. Donc, ici, OK, tout le long ici, donc regarde, on va mettre quelque chose de plus foncé. Donc, tout le long ici, on a nos têtes polaires. Et dans le milieu, j'ai mes queues hydrophobes. Ça, c'est une couche. Et j'ai mon autre couche, toutes mes têtes hydrophiles et mes queues hydrophobes à l'intérieur. OK? Puis le dessin en haut ici, ce que ça montre que certaines particules réussissent à passer alors que d'autres ne passent pas. OK? Donc, la perméabilité sélective. Bon. Alors, voici nos types de transport. On a le transport passif qui ne prend pas d'énergie. Là-dedans, on a la diffusion, l'osmose, qui est un type de diffusion, c'est lorsque c'est l'eau qui fait la diffusion. Puis on a la diffusion facilitée. On a le transport actif, qui est la pompe du transport actif. C'est l'exemple qu'on va voir cette année en Bio 1. Donc, c'est là prendre de l'énergie. Puis, on va aussi voir une autre sorte de transport qu'on appelle le repliement de la membrane plasmique. On a l'endocytose et l'exocytose. Alors, vous pouvez aller voir ce petit lien-là YouTube. Ça vous explique très bien les types de transport. Ça peut venir complémenter cette vidéo ici. Alors, le transport passif, qu'est-ce qui va se passer? Les molécules vont se déplacer à travers la membrane en suivant le gradient de concentration ou le gradient électrochimique. Ça veut dire que les molécules vont vouloir passer où c'est très concentré, où il y a un gradient fort, et se déplacer vers où la concentration est plus basse, un gradient faible. L'exemple, on a la diffusion simple. Dans la diffusion simple, la molécule va tout simplement passer directement au travers de la membrane. Ploup! Donc, elle va se faufiler entre les têtes hydrophiles, passer à travers les queues hydrophobes, puis ploup! Sortir de l'eau basse. Ça, c'est la diffusion simple. On va voir que ça peut juste être des petites molécules qui font ça. L'autre sorte de transport passif, c'est l'osmose. L'osmose, c'est un type de diffusion simple, mais c'est lorsque c'est l'eau
qui passe à travers la membrane plasmique. En bio, il faut se compliquer la vie, il faut se donner plusieurs mots. Donc, si on parle de la diffusion simple de l'oxygène ou du CO2, c'est de la diffusion simple. Mais si on parle de la diffusion simple de l'eau, on va dire plutôt le terme osmose. Et on a dans le transport passif la diffusion facilitée. La diffusion, le transport est facilité et aidé par une protéine. Donc, ça va être soit la protéine, le canal protéique, aussi appelé protéine canal, ou ça peut être une protéine de transport, aussi appelée protéine transporteuse. Mais même si on utilise des protéines ici, ça ne coûte pas d'énergie, donc c'est toujours gratuit. Et ces 3 types de transport passif ici vont toujours selon le gradient de concentration, de très concentré vers moins concentré pour essayer d'équilibrer. La nature veut toujours équilibrer dans la vie. Donc, pour expliquer le gradient de concentration ici. Donc, on voit ici, c'est la membrane plasmique, donc une couche de phospholipides, l'autre couche de phospholipides. Et on a mis une grande concentration d'un certain soluté, ça peut être des molécules de quelque chose, on a juste mis d'un bord. Bien, avec le temps, les molécules vont vouloir passer de où c'est concentré et descendre où c'est pas concentré. Donc, tranquillement, il va y avoir un transfert qui va se faire pour équilibrer, pour finir avec la même concentration d'un bord que de l'autre. Ça, c'est le gradient de concentration, aussi appelé le gradient électrochimique. Donc, pour aller en détail maintenant avec chacun de ces types de diffusion-là, on va commencer avec la diffusion simple. Donc, c'est un passage automatique de petites molécules, petites particules, directement au travers la membrane. Ça va aller d'une zone de grande concentration à une zone de petite concentration. OK? Donc, ça, c'est selon le gradient de concentration. Donc, de plus concentré vers moins concentré. Donc, voici un exemple. Donc, on a la solution A où c'est beaucoup plus concentré et on a la solution B qui est moins concentrée. Si on colle ces deux solutions-là et on met une membrane entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Effectivement, oh là, il faut que je fasse des petits dessins. Eh boy! Donc, ici, c'était tout très concentré. Ici, c'était peu concentré. Donc, les molécules, les particules vont vouloir s'en aller par là. OK? Puis, c'est juste des petites particules qui peuvent se passer à travers ces trous-là. Quelle substance? On a l'oxygène, donc le O2, le dioxygène. On a l'eau qui peut faire la diffusion simple. Et on a aussi le dioxyde de carbone, le CO2, qui est un produit toxique pour ta cellule qui va vouloir sortir. Maintenant, si on continue avec la diffusion simple, on va parler de la diffusion simple de l'eau, qu'on appelle l'osmose. Donc, c'est la diffusion de l'eau à travers la membrane plasmique. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'eau, elle peut passer comme elle veut à travers la membrane. Et comme on disait aussi, la nature veut toujours équilibrer les concentrations des deux bords d'une membrane. Dans la nature, il faut tout le temps que ça soit fait comme ça. Mais des fois, les particules sont trop grosses pour passer à travers la membrane. Donc, elles ne peuvent pas passer. Mais il y a une façon tout de même d'équilibrer les solutions. C'est l'eau, elle, qui va passer d'une concentration à une autre. Voyons un exemple. OK. Donc, regardons l'exemple ici. On a le bord. On va mettre crayon. Donc, on a le côté A ici, qui est beaucoup concentré. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de particules dans l'eau ici. Puis, on a notre côté B, qui est moins concentré. OK? Donc, il n'y a pas beaucoup de particules. Ces deux solutions-là, le liquide, c'est de l'eau. Et on a du fun à écrire, hein? Donc, de l'eau avec la souris, ça écrit de l'eau et de l'eau. La nature veut équilibrer les concentrations des deux bords. Donc, théoriquement, mes particules qui sont là voudraient traverser l'autre bord puis s'équilibrer. Mais dans le cas ici, les particules sont trop grosses, elles ne peuvent pas passer à travers la membrane.
Elles n'ont pas le choix de rester de ce bord-là et de ce bord-là. Alors, qu'est-ce que la nature va faire? L'eau, elle, peut passer à travers la membrane. So, l'eau, ce qu'elle va faire, elle va passer du bord qui est moins concentré. Elle va se rendre du bord qui est plus concentré pour essayer de diluer la concentration ici. Donc, en augmentant l'eau, ça va diluer la solution, le mélange, puis ça va diminuer la concentration. Puis l'eau va continuer à passer jusqu'à temps que la concentration soit égale de ce côté-là, de ce côté-là. Donc, c'est ça que l'osmose fait. L'osmose, quand les grosses particules ne peuvent pas passer, elle va passer pour équilibrer la concentration. Alors, avec ça, avec l'osmose, vient des types de solutions. OK? On a 3 types de solutions qu'on voit en fonction des concentrations. C'est tout le temps par rapport à la cellule. OK? La cellule se fait mettre dans une solution isotonique. Iso veut dire égal. Tonique veut dire concentration. Donc, lorsque la cellule est dans une situation isotonique, ça veut dire que la concentration des solutés, donc ça peut être les molécules, mettons du sodium, je ne sais pas, est égale des deux côtés de la membrane. Donc, comme la concentration est pareille des deux côtés, il n'y aura pas vraiment de gros échanges d'eau parce que c'est déjà égalisé, c'est déjà en équilibre, tout le monde est content. Si on met la cellule en solution hypertonique, hyper veut dire plus. Ça veut dire que autour de la cellule, c'est très concentré. Donc, la concentration est supérieure à l'extérieur de la cellule. Bien, si c'est concentré à l'extérieur, l'eau va vouloir passer de la cellule et sortir à l'extérieur pour essayer d'équilibrer ça. Bien, si l'eau sort de la cellule, qu'est-ce que la cellule va faire? Elle va rapetisser. Il n'y a plus d'eau. N'oubliez pas, le cytoplasme dans la cellule, l'espèce de liquide gélatineux, c'est de l'eau. Si l'eau sort, la cellule rapetisse, elle ratatine. OK? Donc, l'eau va sortir de la cellule pour essayer d'équilibrer les concentrations. Lorsque la cellule se ratatine comme ça, on appelle ça la plasmolyse de la cellule. Donc, la cellule qui s'écrase, qui rapetisse. Le troisième type de solution qu'on voit, c'est la solution hypotonique. Hypo veut dire moins. Donc, la solution autour de la cellule est moins concentrée qu'à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, c'est très concentré. Qu'est-ce que l'eau va vouloir faire? L'eau va vouloir entrer dans la cellule. Parce que c'est là que c'est plus concentré. L'eau va essayer de diluer ça. Là, la cellule gonfle. Puis gonfle. Puis elle peut tellement gonfler qu'elle peut exploser. C'est ce qu'on appelle la lyse de la cellule. Donc, c'est lorsqu'elle explose. Et lorsqu'elle explose, elle meurt. Elle est morte. OK? Sa membrane plasmique s'est ouverte. Tout son intérieur, ses organismes, ça a été relâché. C'est fini, elle est morte. Voyons voir ceci en schéma. Donc, regardez. On va commencer avec la cellule animale. OK? On ne va pas commencer à comparer tout de suite avec la cellule. On commence avec la cellule animale. On va faire la solution isotonique dans le centre. Rappelle-toi, iso veut dire égal. Donc, la concentration de particules à l'intérieur est pareille qu'à l'extérieur. Que tout va bien. Il n'y a pas d'eau. Il peut y avoir un petit peu d'eau qui rentre, un petit peu d'eau qui sort, mais tout ça se fait en équilibre. Tout va bien. La cellule a son état normal, sa grosseur normale. Maintenant, si on va dans une solution hypertonique, hyper, rappelle-toi, ça veut dire plus. Ça veut dire qu'à l'extérieur, c'est concentré. Puis à l'intérieur, c'est moins concentré. Typiquement, les particules à l'extérieur voudraient rentrer dans la cellule, mais elles ne peuvent pas passer à travers la membrane. Alors, c'est l'eau qui va faire un déplacement. Et l'eau va vouloir se diriger là où c'est plus concentré pour essayer de le diluer. Alors, l'eau va sortir, puis sortir, puis sortir. Ça fait que la cellule se rapetisse, se ratatine, puis on appelle ça la plasmolyse.
Maintenant, troisième solution pour la cellule animale, c'est la solution hypotonique, ça veut dire moins. Ça veut dire qu'à l'extérieur, c'est moins concentré qu'à l'intérieur. À l'intérieur, c'est concentré, concentré, concentré. Les particules ne peuvent pas passer à travers la membrane, alors c'est l'eau qui va faire un déplacement. Et l'eau va vouloir rentrer là où c'est concentré. Alors l'eau rentre dans la cellule, et l'eau rentre dans la cellule, et l'eau rentre jusqu'à temps qu'elle explose. On appelle ça la lyse. Et lorsqu'elle explose, elle est morte. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Les trois solutions de concentration, puis l'effet que ça a sur la cellule. Maintenant, on va voir que les solutions ont un effet un peu différent si on travaille avec la cellule végétale. Pourquoi? Parce que la cellule végétale a une grosse paroi autour d'elle. Cette paroi-là, c'est un peu comme une boîte qui contrôle ce qui se passe à la cellule. Donc, si je compare chacune des trois solutions maintenant avec la cellule végétale, j'ai mon état, ma solution isotonique, qui veut dire que la concentration est égale à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ma cellule a une forme normale, l'eau rentre, l'eau sort, puis tout se fait bien. En solution hypertonique, donc c'est très concentré à l'extérieur de la cellule végétale et pas beaucoup concentré à l'intérieur, l'eau va vouloir sortir. Et ce qui va se passer, c'est que ça va ratatiner, mais la cellule va quand même garder assez une forme un peu carrée quand même à cause de la paroi qui est rigide. On appelle ça aussi la plasmolyse. Pense à la plante qui manque d'eau. Qu'est-ce qu'elle fait, la plante, quand elle manque d'eau? Au début, elle a de l'eau, elle est comme ça avec ses feuilles. Et là, quand il manque d'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fane, elle tombe. C'est ça qui arrive. OK? Elle n'a plus eu assez d'eau. Regarde, sa vacuole, elle est devenue tout petite. Puis là, elle va faner. Donc, ça, c'est en solution hypertonique. Et allons voir la troisième solution. Pardon. La paroi ici, comme une boîte. Et là, on est en solution hypotonique. Ça veut dire que c'est très concentré à l'intérieur de la cellule et très peu à l'extérieur. Fait que l'eau veut rentrer pour équilibrer. Mais là, elle rentre, mais ici, la cellule ne peut pas exploser parce que la paroi la tient, ça la limite. Ça limite la quantité d'eau qui peut rentrer. Elle va gonfler jusqu'à un certain point, pour ça, ça va arrêter là. C'est la cellule végétale, on appelle ça la turgescence. Ça veut dire que les cellules sont pleines d'eau, mais elles n'explosent pas. Donc ça, c'est une petite différence entre la cellule animale et végétale. Bon, fait que là, on a fini avec la diffusion simple. On va maintenant passer à la diffusion facilitée. Il y en a qui appellent aussi ça le transport facilité. Ça veut dire la même chose. Donc ça, c'est quand certaines substances sont trop grosses pour passer à travers la bicouche. Mais il faut quand même qu'il y ait des choses qui passent. Pensons au glucose. On sait que le glucose, c'est vraiment important pour ta cellule. Il faut qu'elle rentre dans la cellule pour aller dans la mitochondrie pour faire la respiration cellulaire. Mais glucose, ça, trop gros, pour passer à travers la membrane plasmique. Donc, il faut trouver d'autres moyens. OK? Et c'est là qu'on utilise des protéines. Donc, dans la diffusion facilitée, on utilise des protéines. Il y a deux sortes de protéines qu'on va utiliser. Les protéines de transport ou protéines transporteuses et les canaux protéiques, aussi appelés protéines canal. C'est la forme en 3 dimensions de la protéine qui fait qu'elle peut réussir à faire ce transport-là sans que ça coûte d'énergie. C'est encore du transport passif. OK? Puis ça suit encore le gradient de concentration. Donc, ça fait le déplacement des grosses molécules vers une partie de forte concentration vers la partie de faible concentration. Et donc, voici un exemple. On va commencer avec le canot qui est à notre droite ici. Donc, on a notre protéine qui est insérée à travers la bicouche. Puis, c'est juste comme un tunnel, comme ça. Okay?
Puis les grosses protéines peuvent passer au travers, comme dans un tunnel. Ça ne coûte pas d'énergie à la cellule. C'est vraiment comme un tunnel, puis ça va de la zone très concentrée à une zone moins concentrée. Donc ça, c'est de la diffusion facilitée par un canal protéique ou la protéine canal. L'autre type de transport facilité ou de diffusion facilitée, c'est avec une protéine de transport, ou aussi appelée protéine transporteuse. Et là, il va y avoir un petit changement de forme, un petit changement dans la forme tridimensionnelle de la protéine. Donc, elle va accepter une molécule, elle va changer de position pour libérer la molécule. Ça aussi, ça va aller de forte concentration à faible concentration. Okay? Puis même s'il y a un changement de forme, ça ne coûte rien à la cellule. Maintenant, les trois derniers types qu'on vient de voir, c'est du transport passif, c'est-à-dire ça ne coûte pas d'énergie. La diffusion simple, ça passe au travers, la diffusion facilitée par canaux protéiques ou par protéines de transport. On a aussi vu l'osmose, okay, qui était la diffusion de l'eau. Maintenant, allons voir le transport actif, qu'est-ce que lui a de spécial. Il y a une vidéo YouTube, là, vous pouvez aller voir, qui l'explique aussi pour venir complémenter mon enseignement. Donc, c'est le déplacement à travers la membrane plastique qui va contre le gradient de concentration. Donc, on veut aller à une place où c'est faible, on veut prendre l'os qui n'a pas beaucoup, puis l'emporter l'os qui n'a déjà beaucoup. OK? Pour assurer le bon fonctionnement de la cellule, il faut souvent que le milieu intracellulaire soit différent du milieu extracellulaire. Donc, la cellule doit éliminer des déchets. Mais le transport passif ne peut pas faire ça. OK? Parce qu'il va vouloir faire le contraire. On veut sortir les déchets, on ne veut pas qu'ils rentrent de nouveau pour équilibrer. Donc, on va utiliser le transport actif. Le transport actif va contre le gradient électrochimique et utilise de l'énergie sous forme d'ATP. Alors, voici l'exemple qu'on voit de transport actif. C'est la pompe sodium-potassium qui est directement associée à la pompe de glucose, qui est une pompe active aussi. Alors, voici qu'est-ce qui se passe. On a une protéine membranaire ici, une protéine de transport actif. Et elle va faire deux types de transport en même temps. Elle va prendre des ions sodium à l'intérieur de la cellule, où il n'y en a pas beaucoup. Elle va les attacher à des sites de liaison, puis elle va les rejeter à l'extérieur de la cellule en utilisant de l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie de la cellule. Donc, ça va coûter de l'énergie à la cellule de faire ça. Donc, elle prend du sodium où il n'y en a pas beaucoup, puis l'envoie dehors où il y en a déjà beaucoup. Puis, je vais expliquer après pourquoi c'est important d'avoir beaucoup de sodium à l'extérieur de la cellule. Maintenant, pour revenir à sa forme, qu'est-ce que la cellule va faire? Elle va prendre des ions potassium, il n'y en a pas beaucoup à l'extérieur. Ils vont aller s'attacher au site de liaison ici, puis la protéine transporteuse va les relâcher à l'intérieur où il y en a déjà beaucoup. Donc, le transport actif, rappelez-vous, ça prend vers la concentration la plus faible et ça l'apporte à la concentration la plus élevée. Maintenant, pourquoi cette protéine-là est importante, la protéine de transport actif? C'est que le sodium ici est essentiel à l'extérieur de la cellule. Parce que si on veut faire rentrer du glucose dans la cellule, mais on a vu que le glucose ne pouvait pas rentrer tout seul, ça, il prend une protéine. Pour que le glucose puisse rentrer, il faut aussi qu'il y ait un ion sodium, un ion Na+, qui vienne s'attacher. Donc, une fois que j'ai un ion Na+, qui s'attache et j'ai un glucose, à ce moment-là, la protéine va rentrer le glucose à l'intérieur. Donc, c'est essentiel pour la cellule d'avoir énormément d'ions sodium, Na+, à l'extérieur pour être capable de rentrer le sucre. Donc, la pompe sodium Na+, potassium K+, est une pompe à transport actif très importante. Donc, ici, c'est juste l'explication écrite. OK? Alors, la pompe, c'est une protéine qui assure le déplacement des ions potassium et sodium contre le gradient de concentration. Donc, la partie la moins concentrée, ça les déplace vers la partie la plus concentrée. Donc, il y a 3 ions de sodium qui vont se lier à l'intérieur de la cellule.
il y a 2 ions de potassium qui vont se lier par l'extérieur. On va utiliser une molécule d'ATP, l'adénosine triphosphate, puis ça va changer la forme tridimensionnelle de la protéine. Ça va sortir les ions sodium à l'extérieur et rentrer le potassium à l'intérieur. Et pourquoi on veut sortir les ions sodium? C'est parce que la protéine qui permet d'entrer le glucose a besoin d'une liaison avec l'ion sodium pour changer sa forme puis libérer son glucose. Donc, très importante cette pompe-là. OK, donc, n'oubliez pas. Tu prends 3 ions sodium, tu les sors, tu prends 2 ions potassium, tu les rentres, tu utilises de l'ATP qui est de l'énergie, puis ça va sortir le sodium, rentrer le potassium, puis ensuite le sodium pourra être utilisé dans une autre pompe de transport actif et elle du glucose, dans une molécule de glucose, une molécule de sodium pour rentrer le glucose à l'intérieur. Un peu le même principe ici, mais juste dessiné de façon différente. Donc, nos 3 ions sodium qui s'attachent, l'ATP qui rentre, le sodium sort, le potassium entre et le potassium sort à l'intérieur. Là, on a vu les 4 types de transport actif et passif. Maintenant, on va voir comment la membrane plasmique peut se modifier pour permettre un autre type de transport. Et là, on va vraiment transporter des grosses particules. Donc, ça peut être des gros organismes, ça peut même être des bactéries, OK, qu'on veut faire rentrer. Donc, parfois, les particules sont tellement grosses qu'elles ne réussissent pas à traverser à travers. Donc, on va se servir de la membrane qui va se modifier. Ça va créer des vacuoles qui vont faire entrer par endocytose ou sortir par exocytose. Donc, l'endocytose veut dire, endo veut dire intérieur, cytose veut dire cellule, donc à l'intérieur de la cellule. Donc, on va rentrer des choses. Donc, on va englober différentes matières et ça, c'est du transport actif. Ça prend de l'ATP. OK? On a 2 sortes d'endocytose. On a la phagocytose puis la pinocytose. Donc, la phagocytose, c'est quand on englobe une grosse particule ou même des fois, ça peut être une cellule en entière. Donc, les macrophages, qui sont des cellules dans ton sang, qui servent à tuer les bactéries puis les virus. Une macrophage, c'est une très grosse cellule, puis elle peut vraiment aller englober une bactérie qui pourrait t'attaquer. On va voir un dessin plus tard, un schéma. Alors que la pinocytose, c'est quand ce que la membrane va se modifier pour aller rentrer des plus petites particules. OK? Donc, voyons voir le schéma. Donc, ici, on a un exemple de pino et de phagocytose. Donc, en haut, on a la pinocytose, ça veut dire des petites particules. Alors, on a des petites particules ici qu'on veut faire rentrer. Alors, la membrane va se déformer. Il va aller englober, parce que la membrane, on a vu que c'était fluide, donc ça peut bouger. Donc, la membrane va aller puis va englober comme ça les petites particules à rentrer. Ça va créer une vésicule de transport, une espèce de petite vacuole. Puis après ça, bien, il va arriver ce qui est supposé. S'il faut le transporter, s'il faut le digérer, etc. La pinocytose, un peu, la phagocytose, un peu le même exemple, mais là, on veut englober une plus grosse particule. Ça peut même être une cellule. Un exemple, un vieux globule rouge qui n'est plus fonctionnel, qui est mort. Mais on veut le recycler, cette matière-là. Alors, la membrane plasmique va se déformer, va entourer ceci, va mettre ça dans une vésicule ou une vacuole. Puis là, on va voir qu'est-ce qu'on va faire après. Est-ce qu'on veut la digérer? Ça va devenir un lysosome ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est de l'endocytose pour faire rentrer des petites particules ou des grosses particules. Pour faire sortir, exo, exit, donc sortir de la cellule, ça s'appelle l'exocytose. Et c'est surtout pour expulser des déchets ou des hormones, des protéines, des enzymes. Petit schéma. L'exocytose, c'est la partie du bas. Là. Donc, on a un exemple, une vésicule de transport, puis on veut relâcher ça à l'extérieur, que ce soit des déchets ou des hormones qui sont importantes.
La vésicule va venir se coller à la paroi. La paroi va s'ouvrir, la membrane cellulaire, pardon, pas la paroi, la membrane, ça va s'ouvrir, ça va créer un petit canal qui va relâcher les protéines ou les déchets à l'extérieur de la cellule. Puis ici, ça montre juste l'endocytose qui est un peu le contraire. Les petites particules arrivent proches, la membrane se referme et crée une vésicule. C'est vraiment l'inverse l'un de l'autre. Même chose ici, un autre schéma. Donc, l'endocytose, c'est lorsqu'on veut faire rentrer et l'exocytose, c'est lorsqu'on veut faire sortir. Donc, un détail. Regardez bien la membrane des vésicules. Regarde la membrane ici. C'est une double membrane, pareil comme la cellulaire, pareil comme la membrane cellulaire, pareil. Donc, j'ai une couche de phospholipides et j'ai une autre couche de phospholipides. Et à l'intérieur, j'ai mes petits déchets, mes petites hormones que j'aimerais relâcher. Alors, la vésicule va s'approcher de la membrane. Elle va se combiner, s'ouvrir, puis ça va relâcher les hormones.